Bonsoir, je suis noir et je n'aime pas le manioc, publié en 2003. Au-delà du noir et du blanc, 2005. Parlons enfants de la patrie, 2007. Toutes ces œuvres publiées aux éditions Max Milo. Et puis il y a eu Les Blancs m'ont refilé un dieu moribond, publié chez Desclés de Brouwer en 2007. Les hirondelles du printemps africain, J.C. Lattès en 2008. La Bible de l'humour noir, chez Michel Lafon en 2012. Monsieur Vendredi en Corneille, chez Michel Lafon, cette fois également, en 2013. La France, pays de race blanche, vraiment, l'archipel 2016. Contre la nuit des ombres, les plumes de la colère, essai pour lequel il est co-directeur de publication. Voilà donc des publications bien célèbres d'un écrivain tout aussi célèbre qu'on ne présente plus. De confession religieuse chrétienne, il entre au séminaire en 1965, obtient une maîtrise en littérature en Angleterre, non sans avoir été membre des Black Panthers, le mouvement révolutionnaire. Auteur d'un best-seller en 2003, je l'ai dit, Je suis noir et je n'aime pas le manioc, dans lequel il dénonce certains préjugés des Blancs, mais aussi des Noirs, eux-mêmes envers les Noirs. Habitué des médias, il partage ses analyses dans une émission de radio très célèbre en France, dénommée Les Grandes Gueules et diffusée sur RMC. Ses racines sont implantées au Cameroun, il faut le dire, il est né ici à Douala en 1953. Notre pays vit dans un contexte particulier parce que secoué par une crise sociopolitique, sécuritaire et humanitaire, avec notre hôte, l'écrivain Gaston Kelman, nous allons donc parler entre autres de l'actualité nationale et internationale, mais également parler du livre dans sa pluralité. Gaston Kelman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour nous honorer et surtout partager avec nos téléspectateurs votre art d'écriture. Bien sûr que si je ne prenais pas plaisir dans cette maison où j'ai souvent été il y a quelques années, je ne serais pas revenu compte tenu d'un emploi du temps aussi un peu serré d'ailleurs. Mais je vous assure que je dois vous dire que votre émission me plaît, cette espèce d'entretien au bord du feu là, le soir, c'est très agréable. Bon voilà, Honoré, merci beaucoup. On ne dit pas assez, mais vous êtes aussi consultant en problématiques culturelles des dirigeants africains. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste tout simplement à leur dire ce que je pense des orientations culturelles que nous devrions prendre. Parce qu'en fait, nous parlons tous de panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un projet. Aucun élément aujourd'hui ne définit l'implantation du panafricanisme en Afrique, puisque deux intellectuels ne sont même pas d'accord sur cette Afrique dont on parle. Quand vous rencontrez un Algérien, il vous appelle mon ami africain. Est-ce que l'Algérien est africain? Donc le panafricanisme, c'est un objectif, c'est une idée très très agréable et très noble. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique renaissance. Parce que des nations précoloniales, assez fragmentées, il faut faire un agrégat de nations, avec une seule nation aujourd'hui. Je veux dire, le Cameroun, il y avait les nations Bamileke, la nation Bassa, les nations Beti, ainsi de suite, les nations Mundang un peu partout, l'ouest, l'est, nord, sud. Maintenant, de tout cela, il faut faire une nation. Et c'est ça qu'on appelle normalement la Renaissance. Tous les peuples du monde, toutes les nations du monde sont passées par une Renaissance. Parce qu'il n'y a pas de nation moderne mono-ethnique. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut savoir quels sont les fondements d'une nation, qu'est-ce qu'il faut pour bâtir une vraie nation. Et là, il se trouve que comme je travaille là-dessus, on me consulte souvent pour que je donne mon avis. Homme de culture, votre accoutrement est assez singulier quand même. Hein. Je veux dire, c'est un choix sympathique, ou alors c'est une identité. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, je suis passé partout. Et quand j'occupais certaines fonctions, évidemment, j'étais en costard-cravate comme tout le monde. Mais j'aime beaucoup vraiment le casual, la légèreté. Et quand je glane comme ça c'est le souvenir de ma jeunesse, entre guillemets, un peu révolutionnaire, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est un hommage à mes amis mauritaniens, un peuple que j'aime beaucoup, 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 qui m'ont fait adopter cette espèce d'écharpe très, très utilitaire, parce qu'on peut s'en couvrir la tête, on peut s'en essuyer la sueur, et c'est très, très fonctionnel. Alors, je parle à l'expert en ce moment. Peut-on parler des cultures africaines ou de la culture africaine pour distinguer l'Afrique peut-être des autres pays en termes de continent? Je ne pense pas. Justement, cette Afrique-là, il faut déjà la définir. Même quand on parlerait de culture africaine, ce serait très très difficile aujourd'hui de définir cette culture parce qu'on n'a pas encore défini l'Afrique. Il faudrait peut-être déjà qu'on définisse l'Afrique. Et
On peut parler de culture occidentale de manière assez lapidaire parce qu'on pensera au costume cravate, parce qu'on pensera aux chaussures, parce qu'on pensera à des choses comme ça. Mais c'est plus noble d'ailleurs de distinguer les cultures selon qu'elles sont ethniques ou nationales. Mais sachant que le fondement de la culture, c'est la nation. Okay. Et ça, c'est pas, je n'invente rien, ça c'est de mon père, mon maître à penser, Frantz Fanon. Le fondement objectif de la culture, c'est la nation. Parce que c'est là, une nation, c'est un territoire, une langue, un projet. On l'oublie souvent, les nations africaines n'existent pas puisque nous n'avons pas encore de langue. Nous n'avons même pratiquement pas encore de nom. Parce que quand on s'appelle Camaroès, Cameroun, parce que les Portugais ont vu des crevettes au bord d'un fleuve, une nation se construit d'abord en changeant de nom, parce que le nom de l'autre est très souvent un nom ridicule. La Gaule, qui veut dire un coq qui chante même quand il a les pieds dans la mer jusqu'au cou, si vous permettez l'expression, à nous aussi maintenant, et donc je parlais de Renaissance. Tout cela, ça découle de la Renaissance. Une nation, c'est d'abord une culture, et une nation, c'est un territoire, une nation, c'est un projet, une nation, c'est une langue, et parce que c'est la langue qui est le fondement de la culture, en fait. La langue est le support fondamental de la culture, objectif. Et la langue, c'est le seul outil qui appartient à une nation. Il y avait la nation Bassa, et aujourd'hui, nous avons la nation camerounaise dont nous devons en créer une. Et si vous avez remarqué, tous les gentilés, globalement des nations déjà constituées, c'est la langue. Le français, le gentilé, c'est le nom d'un peuple. Le français parle français, l'anglais parle anglais, l'italien parle italien, l'espagnol parle espagnol, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas parler vraiment de culture africaine au singulier. C'est la culture camerounaise et puis aussi les cultures régionales, les régionalismes camerounais aussi d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas justement toute cette diversité qui contribue également à la complexité de l'Afrique et qui c'est peut-être à ces conflits ou alors ces mésententes qu'on voit à travers les peuples africains sur les frontières, Cameroun-Tchad, je veux dire la sous-région SEMA, qu'il n'y a pas de libre circulation, pour ne prendre que cet exemple, ce schéma. Est-ce que l'idéal ne serait pas de reconstituer la culture avant ou alors précoloniale et retrouver ces sources pour véritablement se remettre ensemble? L'Afrique même, c'est pratiquement une création coloniale. Comme le Cameroun est une création coloniale, l'Afrique, c'est pratiquement une création coloniale. Moi, j'aime bien mes amis, par exemple, l'afrocentristes, qui pensent que l'Afrique était une forme de Cap au Caire avant la colonisation. Je ne le pense pas personnellement. Je pense que l'Afrique était très, très multiple. Et le Cameroun même n'existait pas. Les conflits, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de nous construire. Et vraiment, ça n'a rien d'original. Ça n'a rien d'original. Je veux dire, il n'y a pas 70 ans, les Européens se castagnaient comme pas possible. Et ça se comptait en millions de morts. Ne l'oublions quand même pas. Et tout simplement parce que vous aviez le nez plus long qu'un autre, ou bien notre religion, eh bien on vous disait qu'on allait vous exterminer. Et la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français qui sont des peuples assez proches quand même, il ne faut pas qu'on se fasse des complexes par rapport au fait que nous avons des conflits aujourd'hui. Nous devons nous battre pour en sortir. Et moi, je suis même je suis très très positif, je suis très très optimiste quant à l'évolution de l'Afrique. Et le jour de l'indépendance, au Cameroun, il y avait 2% des gens qui allaient à l'école. 2%. Et sans compter la géopolitique qui ne nous sert pas du tout, qui nous dessert énormément. Et sans compter qu'effectivement, dans une période de création de la nation comme ça, il y a des ambitions qui sont tout simplement démesurées. On veut être calife à la place du calife. Tout cela, il faut prendre ça en compte et savoir que c'est en nous battant contre toutes ces faiblesses que nous allons créer une force. Le Tchad est le Tchad, c'est normal que le Tchad ait plutôt les intérêts du Tchad. Et c'est aussi normal que nous nous battions pour faire des regroupements régionaux comme la SEMA, comme l'UMOA, ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait normal. La CEDEAO, c'est tout à fait normal. Mais vraiment, la première chose à faire, c'est d'abord d'être fier de ce qu'on a réussi à faire. Et c'est le malheur de l'Afrique, je pense. Les nations africaines, si vous voulez entendre dire du mal de l'Afrique, passez le micro à un Africain. On ne sait pas dire du bien de nous. Ah, vous avez déjà tenté un ministre camerounais à Paris. Vous ne pouvez pas imaginer le mal qu'il a dit de son pays. Gaston, toi-même, tu connais notre pays. Ah, pourtant, c'est lui qui doit le dresser. Et il en dit du mal. Il en dit du mal. Je me souviens, un jour, j'étais avec un candidat à la présidence d'un pays africain. Nous étions dans une soirée de gala. Le monsieur a tellement dit du mal de son pays. Et en face de moi, il y avait un blanc qui a dit, voilà, qu'est-ce qu'il parle bien. Ah oui, oui.
Je vous assure, hein, ce n'est pas une histoire, c'est une anecdote vraie, c'est du vécu. Moi, on ne me l'a pas raconté. Je suis parti choper ce monsieur-là le lendemain. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais vous voir. Ah oui, Gaston, on peut se voir. Il croyait que j'allais faire un article. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vraiment, vous avez insulté votre pays hier, je n'ai jamais vu ça. Vous me faites pitié. Ce type-là est devenu mon ami parce que pour une fois, j'ai entendu un homme politique reconnaître son erreur. Mais Gaston, nous n'en sommes même pas conscients. Quand l'Africain dit du mal de l'Afrique, n'en est même pas conscient. Et un journaliste me disait, mais Gaston, quand nous disons du bien de nos hommes d'État, on dit que nous sommes vendus. Qui dit? Le maître. Je n'ai pas de maître. Si je dis qu'au Bianguema, j'ai été en Guinée équatoriale, que j'en suis satisfait, il ne faut pas le dire. On va dire qu'il t'a donné de l'argent. Si je dis que la Mauritanie, quand j'y vais 10 ans après mes premiers passages, c'est une transformation exponentielle, je ne devrais pas le dire. Parce qu'il faut dire du mal de l'Afrique. Non, ce n'est pas comme ça que moi je fonctionne. Je fonctionne par rapport à la réalité et par rapport au fait que nous devons être fiers de ce que nous avons déjà fait. Il ne faut, c'est-à-dire que c'est le plus grand mal qu'on fait aux colonisés, les Albert Mimi, peut-être un peu Gaston Kellman et France Fanon, le plus grand mal, c'est de lui mettre dans la tête qu'il ne vaut rien et que c'est le modèle de l'autre qui est bon. Mais quelle est la source de ce schéma, vous dites? La colonisation. La colonisation a cette puissance qu'elle vous rentre dans la tête et qu'elle vous dévalorise. Et à la fin, on appelle ça l'essentialisation. Vous pensez correspondre à l'image qu'on a de vous. Même quand le colonisateur ne s'occupe plus de vous dire que vous êtes inférieur, vous-même vous en êtes convaincu. Vous-même vous en êtes convaincu. Regardez par exemple, citez-moi un héros, c'est-à-dire un personnage mythologique africain, il n'y en a pas. Dans tout notre imaginaire que nous mettons à la tête de nos enfants, c'est toujours qu'on a été vaincu. Prenons l'exemple de l'image de Lumumba. Regardez l'image de Lumumba, c'est très très emblématique. Lumumba est à terre à genoux, on lui tire les cheveux, il a une chemise sale, déchirée. Pour l'un des hommes d'État, pour l'un des héros de l'humanité les plus grands, comparé à Che Guevara. Comparé à Che Guevara. Regardez la prestance de Che Guevara. Regardez l'image emblématique de l'un et de l'autre. Nous sommes tellement dans cette logique de la défaite que nous n'avons même pas encore commencé à créer une mythologie de la victoire. Les États-Unis ont créé leur mythologie avec le shérif. Ils ont pris une espèce de bouseux comme le cowboy, ils en ont fait une vedette qui est invincible. Nous ne confondons pas héros et mythologie. Nous avons eu des héros, mais tous ont été vaincus. Même Chaka a été vaincu, Lumumba a été vaincu, Umyoba a été vaincu. Et quand on a été vaincu, on crée une mythologie qui est fondatrice de la nation. Et là, vous créez des personnages invincibles pour que l'enfant mette dans sa tête qu'il appartient à un peuple invincible. Donc, voilà donc tout ce que j'essaie de dire, les conseils que j'essaie d'apporter. Regardez notre cinéma, parfois, il n'est que là pour dire que nous sommes bêtes et méchants. Regardez par exemple et malheureusement ça atteint même les enfants de l'étranger. Regardez les crocodiles du Botswana. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Aucun blanc ne ferait un film comme ça aujourd'hui sur l'Afrique. Ce n'est pas la dénonciation d'une réalité, c'est un ridicule tout simplement, une image qu'on croit que l'autre veut voir de cette Afrique-là. Voilà. Mais j'ai envie de demander, ce serait logique. Une fois ce constat fait, quelle est la thérapie? Comment on fait pour s'en sortir? J'ai failli dire, laver le cerveau des Africains Eh bien l'école. L'école tout simplement, mais la bonne. Ben, voilà, parce que j'ai failli dire également qu'on fait un procès à l'école occidentale qui est implémentée. Elle est très mauvaise, notre école. Elle est ridiculement ridicule. Elle est caricaturalement ridicule, notre école. Mais même là, c'est normal. Au lendemain de la colonisation, c'est normal que nous soyons un peu... Un exemple que je vais donner. Je vous ai dit qu'il y a en 1960, 2% des gamins allaient à l'école au Cameroun. Aujourd'hui, c'est presque 100%. On dit bravo, j'en suis très fier. Maintenant, il faut donc que je conseille et que je travaille pour savoir ce qu'on met dans les livres scolaires. C'est ça. L'Afrique noire est le seul espace au monde où on apprend à l'école avec la langue d'un autre. On ne peut pas créer une identité avec la langue d'un autre. Vous, M. Tongo, comment dites-vous cousin en Douala? Ça n'existe pas. Comment dites-vous oncle en Douala? Ça n'existe pas. Regardez, c'est simple. Regardez quand vous dites les saisons en Europe, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est très imagé, c'est très beau. Nous, on a une saison sèche, la sécheresse, c'est pas bien. On a une saison de pluie, la pluie, c'est pas beau.
Voilà, nous avons 2 saisons. Alors que si vous prenez la dénomination des saisons dans toutes les langues camerounaises, que ce soit en Douala, en Bassa, des Oum, des Sip, des ceci, des Mato, des machins, et ça aussi c'est poétique, c'est beau. L'autre, il n'a pas le temps à construire votre imaginaire, à construire votre fierté, il vous balance le premier venu. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous ayons des vacances je vous ai parlé de la langue, on n'apprend pas avec la langue d'un autre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai fait un article là-dessus, quand je prends le bus, on me donne un pain avec du fromage ou bien du jambon. C'est à cause du corbeau et du renard. À l'école, j'ai appris le fromage, je n'ai pas appris le coquille. Sur un arbre pêché. Je tenais dans son bec un fromage, mettre le renard par le delà de chez lui, t'es tapé près langage. Je connais tout ça par cœur. Absolument. Ah oui, tout. Je connais pratiquement toutes les fables de La Fontaine par cœur. Absolument. C'est pas mal, mais j'aurais préféré connaître. Ça aurait été mieux pour moi, pas que j'aurais préféré connaître ceux d'Amadou Koumba, les contes, voilà, c'est ça. Absolument. Et je vous disais donc que quand vous avez mis le fromage dans la tête, dans l'imaginaire d'un enfant de 3 ans, le coquille ne le remplacera jamais. Le coquille sera toujours secondaire. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous importons du blé pour faire du pain au Cameroun, parce que c'est le blé que nous avons appris dans les livres, alors que le pain de manioc, le pain de kumbabré, tout cela, ça a exactement la même valeur. Donc, le contenu des livres, d'abord par la langue de l'enseignement. Est-ce que vous savez qu'en France, par exemple, de l'école maternelle, en terminale, on apprend pratiquement que des auteurs français? C'est parce que c'est eux qui mettent l'enfant dans son imaginaire, dans son pays. Il connaît d'abord ce qui lui appartient. L'identité locale. L'identité locale. Donc c'est ça. Et notre histoire. J'étais quelque part dernièrement où quelqu'un me disait qu'il n'était pas content parce qu'on n'apprenait pas, on ne fêtait pas, enfin on ne commémorait pas la mort d'Angelbert Vin. Je lui ai dit qu'ils me disent le jour où on commémore, c'est le Doumniobé. Voyez, vous avez votre héros comme ça. Il y a une chanson de Douala qui est magnifique. Et il raconte comment est-ce que les enfants connaissent l'histoire de Charlemagne, de Gaulle, de Jeanne d'Arc, mais ne connaissent pas qui est Tété Madola, ne savent pas qui est de Kamangabé. Connaissez cette chanson? Elle me donne la chair de poule. Elle est magnifique. C'est des jeunes. Et moi, quand je l'ai vu sur un clip, c'est des jeunes qui la chantent aux États-Unis. C'était très, très beau. Donc voilà, donc, il faut revoir totalement notre système scolaire. Et quand je vois que nous sommes encore dans des combats où les uns veulent un système anglophone et les autres un système francophone, je me dis, mais pourquoi on n'a pas saisi? Je crois qu'on va y revenir dans l'aspect. Voilà. Donc, c'est ça. L'école, qu'est-ce qu'on apprend? Vraiment, pour terminer, je vais vous donner un exemple. Ma petite nièce m'a montré un jour un livre scolaire, de la zone anglophone d'ailleurs, où on représentait les nations avec leurs emblèmes. La France, c'était la Tour Eiffel. Absolument. C'est-à-dire un miracle de technologie. Moi, quand je regarde ce monument, je me dis comment on a fait. L'Angleterre avec Big Ben, les États-Unis avec la Statue de la Liberté. Vous n'imaginerez jamais avec quoi on représentait le Cameroun, des livres écrits par les Camerounais. Et je vous pose la question. Pour les Camerounais, un cocotier. Devant la Tour Eiffel. Même pas le lion qui est symbole de l'indomptable. Non, le baobab. Même pas le baobab, un cocotier. Le blanc ne représenterait plus jamais le Cameroun aujourd'hui par un cocotier. Qu'est-ce que c'est qu'un cocotier? Un arbre qu'on ne plante même pas. Une chose qui pousse toute seule et que les enfants croquent de temps en temps. Devant la Tour Eiffel, dans l'imaginaire de cet enfant de cours élémentaires qui voit la Tour Eiffel, l'arc de triomphe, la Statue de la Liberté et en face un cocotier sauvage, vous n'imaginerez jamais les dégâts, le complexe de cet enfant face à la Tour Eiffel. Donc c'est le contenu aujourd'hui qui faut travailler. Voilà, et vous dites, vous avez repris l'exemple 2 fois. En 60, on était 2% d'enfants scolarisés ou alors éduqués, je le mets dans les guillemets. Aujourd'hui, on a un pourcentage bien assez élevé. Et vous dites, pour cette transformation, il faudra qu'on comprenne du temps. Le schéma doit être tout aussi long. Je veux dire, pour vous, ce serait quoi le bon timing? Ce serait quoi le bon processus pour y parvenir? Il faudrait déjà, je ne le répéterai jamais assez, récupérer notre fierté. C'est-à-dire, concrètement, ça se... Ça veut dire, premièrement, savoir que ce que nous avons déjà fait, regarder ce qu'on a fait et en être fier. Premièrement. Deuxièmement, ne pas céder au son de cloche des uns et des autres. Et le jour où on en prend conscience, je vous assure que... C'est comme, par exemple, si vous commencez à enseigner aujourd'hui... Si on adopte une langue camerounaise et qu'on commence à l'enseigner aujourd'hui, dans 2-3 ans, cette langue-là aura acquis sa place au Cameroun. Le jour où on aura pris conscience, combien de temps faudra-t-il qu'on prenne conscience? Ça commence à venir. J'étais à un débat dernièrement à Marois, à l'université de Marois,
et la faculté des lettres, un débat institué par M. Dili Pala, vraiment un jeune doyen qui est d'un dynamisme. Les thèmes qu'on aborde aujourd'hui, c'est les savoir-faire locaux, c'est ce genre de thème. Alors qu'il y a 10 ans, une faculté des lettres, c'était l'eau chez Laconfontaine, ou bien l'herbe chez Victor Hugo, ou bien les amours chez Baudelaire. Non, aujourd'hui, la fac de lettres nous ramène à nos savoir-faire ancestraux pour savoir comment est-ce que dans cette logique renaissance, la renaissance, c'est s'appuyer sur son passé et en tenant compte de son présent pour construire l'avenir. Notre présent, c'est la mondialisation. Notre passé, c'est notre réalité. Il nous faut un droit camerounais, il nous faut un système scolaire camerounais. Comment pouvez-vous imaginer? Non, on va y revenir, mais vraiment, je suis tellement pressé d'y aller. Donc c'est ça. Je dis parfois qu'on va juger un pygmée un jour parce qu'il a tué la vipère ou bien un porc-épic en lui disant l'ONU interdit de tuer la vipère, le porc-épic. Le type, lui, protège ce porc-épic depuis 2 siècles, depuis 2000 ans. Aujourd'hui, on vient de dire l'ONU a dit qu'on ne tue pas les porcs-épics au Cameroun. Le Cameroun doit avoir son droit. La polygamie au Cameroun n'est pas jugée comme la polygamie à Soho Square, par exemple. Voilà. Alors, vous êtes en ce moment au Cameroun, je présume pour vous ressourcer, et qui sait peut-être pour un projet. Je suis souvent au Cameroun, assez souvent pour que je m'en réjouisse 3 ou 4 fois par an, et par des motivations qui me font plaisir aussi. Je ne viens presque jamais de mon propre fait, ni pour me ressourcer, ni pour voir seulement la famille. Je viens parce qu'on m'invite toujours, M. Kelman, est-ce que vous pouvez venir pour tel débat, pour tel ceci, pour tel cela, que ce soit de la part des autorités ou de la part des universités ou de la part des individus. Voilà, donc, et c'est pour cela que je suis là, un peu en mission, quoi. Alors, il est clair que votre ligne directrice, parlant de la plume, c'est la défense du noir. Lorsqu'on parcourt vos publications, c'est l'expression d'une révolte. Je veux dire, qu'est-ce que est l'inspiration de cette démarche de l'écrivain que vous êtes? C'est moi-même. Je vous assure que un jour, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un débat avec des jeunes, et un jeune me dit, Monsieur Kelman, vous parlez d'aliénation, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas aliéné? Je lui dis, mon petit, si tu savais, je suis très aliéné. Mon seul avantage, c'est que je le sais. Et que tous mes collègues là, intellectuels et universitaires, ils ne savent même pas qu'ils sont aliénés. Ils parlent français, ils ne savent même pas que c'est l'aliénation. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas meilleur laboratoire de ma pensée que moi, de ma réflexion, de ma quête de compréhension que moi. Je me pose toujours des questions. Et je crois que ça, je le dois à Frantz Fanon. Quand vous lisez Le Peau noire, masque blanc, la dernière phrase, et moi, mon corps, fait de moi un être qui toujours interroge. Je ne viens jamais avec des vérités, je ne viens jamais avec des certitudes. Et quand je vois mes camarades et des collègues qui ont des certitudes, ça m'attriste un peu, et qui sont toutes fausses d'ailleurs, hein, vraiment, hélas en plus. Et moi je viens toujours avec des questions. Et je me dis par exemple, une simple, Gaston, oui, pourquoi tes enfants s'appellent Kelman? Et ce jour-là que je découvre que je suis un aliéné. Parce que le français a ce mot d'attribution. Moi je m'appelle Kelman, mon père s'appelait Niembe. Mon grand-père Lingo, mon arrière-grand-père Nkol. Pourquoi j'ai changé? Eh bien parce que le blanc fait comme ça. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai enlevé le Ngo au nom de ma femme? Parce que voilà, c'est comme ça que ça passe. Et pourquoi même tu es resté en France? Parce que je croyais que c'était mieux. Je ne me refuse aucune question. Et quand je me suis posé cette question, je dois intellectuellement travailler pour y trouver réponse. Je dois et sans prétention, on ne peut pas se mentir, sauf à être bête. Je veux dire, par exemple, quand vous posez la question à un écrivain africain et que vous lui dites, mais vous n'êtes pas sûr que vous écrivez des livres qui font plaisir aux autres parce que c'est là-bas que c'est publié, s'il n'en est pas conscient, et là, il n'a aucune chance de changer. Si, par exemple, vous demandez à un ministre ici, ou bien à un professeur, pourquoi est-ce que vous ne faites pas promotion de votre université et que vous faites tout pour que tous vos enfants aillent faire des études à l'étranger? Je ne reconnais pas que c'est parce qu'il est complexé, c'est grave. Je ne reconnais pas que c'est parce qu'il est aliéné, c'est grave. Et si vous dites à un professeur un jour, il n'y a pas, comme je l'ai fait souvent, il n'y a pas de nation sans langue, et qu'il se met à discuter, c'est qu'il est bête. Mais c'est qu'il est bête. Parce que s'il n'en est pas conscient, s'il ne le savait pas, et qu'il s'oppose à vous parce qu'il veut montrer que lui aussi il a été à l'école, alors que ce n'est même pas une affaire d'école. Ce n'est pas une affaire d'école. L'un des plus grands intellectuels africains, savants même pratiquement, Amadou Hampâté Bâ, il avait le certificat d'études.
se donner profession de réfléchir, c'est pas parce qu'on a un diplôme, c'est pas parce qu'on est un stakhanoviste, c'est pas parce qu'on est un ouvrier de l'intelligence, un ouvrier du savoir, et qu'on peut transmettre. L'universitaire, c'est celui qui a accumulé du savoir et qui aide les étudiants à l'acquérir. Mais à partir de la pensée d'un autre. Et c'est pour cela qu'aussi longtemps que notre pensée commence en 6e à la maternelle avec La Fontaine et se termine en terminale avec Voltaire ou bien Rousseau, on restera aligné. C'est celle des autres. C'est celle des autres. Et il faudrait qu'on en prenne conscience. Et moi, je me trouve souvent en but avec ces gens-là parce qu'effectivement, le fait que c'est un peu brutal, ils croient qu'ils doivent d'abord s'opposer à moi. Ils croient qu'ils doivent d'abord dire non, Gaston n'a pas raison. Et maintenant, ce qui passe partout d'ailleurs, vous savez, notre frère est provocateur. Quand je dis par exemple que quand je dis que le panafricanisme n'existe pas, Gaston est provocateur. Quand je dis que notre cinéma est mauvais, Gaston est provocateur. Quand je dis que le Cameroun n'a pas de littérature, qu'on a de bons écrivains qui font de la littérature étrangère, Gaston est provocateur. En quoi c'est provocateur? La littérature, c'est d'abord la langue. Je peux même m'arrêter là, sans parler même du contenu. Et il faudrait qu'on en soit conscient. Et justement, je voulais vous interroger sur cette problématique de la littérature. C'est une observation générale qu'on fait de l'Africain, évidemment du Camerounais aussi. C'est qu'il est très peu ami avec la lecture. C'est l'observation générale. Et pour vous, vous dites à partir de là, ça peut avoir un impact sur sa conception du monde, de sa réalité à lui, et qui pourrait l'éviter d'en sortir, de se transformer? Oui, vous savez, il y a parfois des contingences qui font qu'on a parfois l'impression que l'essentiel est accessoire. Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens sont tellement... Vous savez, c'est presque normal ça aussi. Quand un peuple a été privé, la première chose, c'est courir vers le matériel. Je vous assure. Et c'est presque pathologique d'ailleurs. C'est pas presque, c'est pathologique particulièrement. Mais même ça, c'est une étape à franchir. Et moi, j'en suis fier. Je vais vous dire... quand j'étais petit, et à cause de l'église et tout un tas de choses, posséder de l'argent, c'était mal vu. Je me souviens dans notre quartier de New Bell, il y a des gens qui auraient pu avoir des voitures qui allaient à vélo. On va venir dire que j'ai l'argent. Je vous assure que... Et du coup, vous n'étiez pas ami avec de l'argent? Ah non, pour moult raisons. Pour la première, l'une, c'est la religion qui disait « heureux les pauvres en esprit ». La deuxième, très profonde, c'est que avoir l'argent, c'est avoir trahi. C'est le blanc qui possédait l'argent. Si tu en donnes, forcément, c'est que tu as fait quelque chose de pas bien. Et même jusqu'à présent, on croit que quand un Bassa a l'argent, c'est qu'il a vendu des ossements, ou bien je ne sais pas, il a fait quoi. Bon. Donc l'argent était dangereux. Et l'électricité, je me souviens quand ça a commencé à venir dans notre quartier de New Bell, on osait à peine. Et puis c'est venu petit à petit. Le restaurant, le mot restaurant n'existait même pas dans notre vocabulaire. C'était les choses des Blancs. On disait parfois indien et hôtel. Parce que l'hôtel était synonyme d'étranger. Et c'est à l'hôtel qu'on trouvait l'étranger, le restaurant où l'étranger avait le droit de manger, puisqu'il n'avait pas la femme à la maison. Voilà. Mais aujourd'hui, la classe moyenne, moi j'aime bien observer cela, Douala et Yaoundé sont truffés d'espaces assez propres. Maintenant, tout le monde veut aller s'asseoir, cuillère, fourchette, et on le sert très bien. Le bâtiment se porte très bien. Pourquoi? Parce que chacun aimerait bien ramener ses latrines à l'intérieur, alors qu'à l'époque, vraiment, même le grand monsieur qui avait un peu d'argent qui construisait, les latrines, c'était à l'extérieur. On ne mettait pas le caca à l'intérieur. Et tout ça, ça évolue maintenant. La classe moyenne apparaît, elle est là. Et sachez que le développement de l'Afrique, ce n'est pas le terme d'échange, c'est pas ceci, on met le pétrole, apparemment ça a baissé. Trouve donc pas comment est-ce que l'argent de l'échange... Non, c'est parce qu'il y a une classe moyenne qui naît à l'intérieur, qui crée un certain besoin. En bâtiment, en consommation. Si par exemple vous avez un de vos cousins qui est dans des temps difficiles, vous allez vous lui donner 5 000, cachez-vous à côté, vous allez voir qu'il va acheter du pain. Il peut même venir jusqu'à Zépol, parce que lui aussi va manger du pain des épaules pour une fois, et il va rentrer avec 1 ou 2 glaces pour ses enfants. Il faut que ses enfants aient aussi une glace. Et ça, c'est le comportement classe moyenne. Et donc ce comportement classe moyenne fait qu'on court tellement vers le matos, vers le matériel, qu'on en oublie un peu les choses essentielles. Aujourd'hui, on ne va pas à l'école au Cameroun en disant « Qu'est-ce que tu as appris ?» On dit « Au fait, au BPC, il va gagner combien ?» Au bac, il va gagner combien? À la licence, il gagne combien? Et ceci va gagner combien? S'il va
On ne va pas en médecine aujourd'hui parce qu'on a une vocation, mais peut-être aussi parce que papa a payé le concours pour que son fils soit médecin. Là, il a dû d'avoir un boulot. Donc voilà ça. Mais la lecture peut venir. On vous dit parfois que c'est les réseaux sociaux et toutes ces choses-là qui ont tué la lecture. Elles auraient tué le cinéma, elles auraient tué la lecture, elles auraient tout tué. Il faut une politique de lecture, tout simplement. Et je l'ai proposé dernièrement. On me dit, oui, mais garçon, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, voilà, notre littérature n'est pas bonne. Elle n'est vraiment pas bonne. Ici, au Cameroun, presque toutes les maisons d'édition sont à compte d'auteur. L'auteur paye, il est publié. Le livre ne vaut rien. Vous avez payé. Et si vous avez même des potes, votre livre se retrouve dans le système scolaire alors qu'il est mauvais. Le français est mauvais, la pensée est mauvaise, tout est mauvais. Mais si c'est votre pote, vous pouvez être... Mais ce qui est certain, vous avez l'argent, vous êtes publié. Absolument. Et même il y a des gens qui se font vraiment du beurre en France, avec des maisons d'édition que je ne citerai pas, je ne suis pas là pour les casser, mais je peux même citer déjà des choses comme les 10 livres, tout cela. Ils se font Quand je vois un Africain qui publie chez 10 livres, j'essaie parfois de lui dire, mais non, il y va quand même, parce que pour lui, il a publié en France, c'est formidable. Pourtant, 10 livres ne sortira même pas un seul livre. Et 10 livres lui dira, quand tu as des gens qui veulent l'acheter, tu me dis, je leur envoie le livre à leurs frais. Le type là ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas un seul de ces livres qui est sorti. Lui, même s'il veut, on lui dit, bon, envoie 50 €, 100 €, on t'envoie tes livres. Ou bien si quelqu'un passe par Paris, il te prend tes 20 livres, il te ramène au Cameroun. Donc, voilà. Le livre est donc mauvais. Il y en a qui sont bons, mais qui ne sont pas, qui sont bons dans la forme, mais qui ne sont pas des livres pour l'Afrique. Voilà. Et donc, j'ai proposé ceci. Il faut donc créer, dans ce cycle Renaissance, la littérature, les arts ne peuvent être que soutenus. Je pose parfois la question, vous allez peut-être me donner la réponse, combien de disques a vendu Mozart? Je ne suis pas sûr qu'il en ait vendu un seul. Mais Mozart faisait un oratorio parce que le roi, un noble, lui avait demandé une messe de ceci, de cela. Il faisait un requiem, il faisait une valse parce qu'il y avait tel mariage, et puis cela lui passait des commandes. Et il vivait du mécénat. Les écrivains, je ne sais pas combien de livres Rabelais ou Dubelais ou Ronsard ont vendu, pas grand-chose, certainement pas, ça leur aurait pas permis de vivre. Molière n'aurait pas vécu s'il n'avait pas, si ses pièces n'étaient pas jouées au palais et qu'on lui donnait de l'argent. Créons donc aussi une maison d'édition Renaissance au Cameroun. Vraiment, une seule même suffirait déjà. Les autres se débrouillent, mes camarades à côté qui ont leur maison d'édition se débrouillent à vivre. Mais on prend par exemple les professeurs les professeurs à la retraite, les professeurs en exercice, on prend des gens, des intellectuels, on fait peut-être un sénat d'une vingtaine de personnes, quelque chose comme ça, qui eux font appel aux manuscrits avec un cahier des charges. Nous voulons un livre qui parle de l'Afrique, qui mette en valeur ceci, qui mette en valeur cela, qui fasse un mélange d'histoire, d'ethnologie. Voilà le genre de roman que nous voulons. Mettez en valeur ceci, cela. Et vous nous envoyez vos manuscrits, nous les étudions, et ceux qui sont cooptés sont payés au mois. Vous prenez par exemple un jeune écrivain là qui a du talent, vous lui donnez 100 000 francs par mois, vous lui dites, toi écris seulement. Nous voulons un livre par an. Et ce livre est vendu 500 ou 1000 en librairie. On a fait la pub sur toutes les télés. Je vous assure, si les gens ne prennent pas goût à la lecture, bon, on essaiera une autre méthode, mais en voilà une que je propose. Et celui qui n'écrit plus bien, eh bien on le vire. Mais justement... Et c'est ces livres qui sont au système scolaire. Aussi. Bon, mais je veux dire que ça, c'est un peu comme un combat, j'ai failli dire individuel, que vous menez, vous essayez de sensibiliser la jeunesse africaine, les dirigeants, pour aller dans ce sens. Mais en même temps, on peut interroger le rôle de l'élite intellectuelle dans son ensemble, qui a pris conscience. Je ne vais pas revenir sur la célèbre phrase, si vous voulez cacher quelque chose à l'Africain. Oui, il faut mettre dans un livre. Mais je dis que vous qui avez donc découvert ce qui est caché à l'Africain, pourquoi ne pas mener ensemble toute l'élite intellectuelle des différents secteurs dans les divers domaines pour mener ce combat-là et peut-être restaurer le livre africain, si je peux le dire comme ça? D'abord, je ne sais pas si on peut avoir un syndicat des intellectuels africains ou bien camerounais ou un syndicat des professeurs. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous vous rappelez, moi je suis un chrétien, quand Jésus a dit
Quand à Lazare, le riche a dit à Dieu, s'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il dise à mes frères, ce sera. Dieu lui a dit, même si on envoie Lazare, s'ils ont les oreilles bouchées, ils n'entendront pas. Je le dis. Et ce qui est certain, quand je disais il y a 10 ans que l'identité, que la culture n'est pas innée, que ce n'est pas l'origine qui détermine la culture, mais que c'est l'espace vécu, je me suis fait cogner dessus. Ah non, le type a renié ses origines, renié ses racines. Donc je leur dis, si vous prenez un enfant, vous le mettez en Russie, il ne parlera pas bassa, il parlera le russe, il va être un petit russe. Et si vous le mettez chez les aborigènes, un jumeau chez les aborigènes, un chez les Russes, un sera aborigène, l'autre sera russe. Les gens avaient de la peine à comprendre cela. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi. Quand je disais, en 2009, avril 2009, c'est la première fois que j'ai déclaré ici qu'il n'y avait pas de nation sans langue. Je disais, il n'y a pas de nation sans langue. C'était à un symposium à Yaoundé. Et c'est à cette année-là qu'on a sorti cette ineptie de 38 langues nationales. Comme une nation, c'était 38 langues. Une nation, c'est une langue. À la rigueur, peut-être 2. Et que tout le monde doit connaître. Et c'est cette année-là que les gens sont sortis, les intellectuels et les universitaires, ont sorti cette ineptie que nous faut les langues régionales. C'est pas pourquoi 38, puisqu'on me dit qu'il y en a 200. Ils ont choisi 38. Et ils disent qu'il faut aller enseigner à l'école. Et depuis, bon, évidemment, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et par contre, ce qui avance, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus le seul à me poser cette question. Je lisais par exemple dernièrement, même les hommes politiques, vraiment je regarde ce petit parti-là, petit par sa dernière résultat aux élections, c'est-à-dire le PURS par exemple, j'ai lu ce qu'il proposait. Mais oui, Matomba, j'ai lu ce qu'il proposait par exemple sur l'éducation, mais c'est merveilleux. J'ai lu dernièrement, il disait que si le Cameroun avait une langue nationale, il n'y aurait pas de crise anglophone. Et ça, c'est très vrai. Il ne pouvait pas dire on fait une crise anglophone alors qu'il n'y a pas d'anglophone. Et lui, il a traduit cela en disant si le Cameroun avait une langue nationale, locale, il n'y aurait pas de crise anglophone. Ce qui est énormément vrai. Et effectivement, je le disais il y a 10 ans, je dis une nation c'est une langue. Les hommes politiques commencent à s'en saisir aujourd'hui et je peux que dire bravo, rassurez-vous. Le problème aussi, c'est vrai que le contemporain aimerait voir certaines choses se réaliser. Mais moi, je ne me fais plus, je commence à prendre de l'âge, je ne pense plus que je verrai tout se réaliser. Mais petit à petit, je vois qu'il y a une prise en compte. Le problème linguistique se pose aujourd'hui au Cameroun. Et on va trouver une solution. Les gamins nous ont tellement subli, les gamins, parce qu'ils l'ont senti instinctivement. Le Camerounais sociologique existe aujourd'hui. Si vous allez à l'étranger, vous rasez la tête aujourd'hui, vous habillez pareil, ceci, cela. Si vous allez à l'étranger, vous ne serez plus jamais un Douala ou un Bassa ou un Bamilé, que vous serez un Camerounais. Parce que vous avez une dégaine, parce que vous avez... Quand tu entends quelqu'un dire « Ouais, qu'est mon frère ?» vous ne vous posez plus la question, c'est un Camerounais. Vous avez quelqu'un qui dit « Mon frère, je peux te tuer. Hein. » Il vous appelle mon frère et puis dit « Toi-même là, je peux même te tuer, mon frère. » Ce sont les expressions locales qu'on reconnaît comme l'identité. Comme identité. Et le camp anglais que les gamins ont créé. Parce qu'il leur faut une langue à eux. À eux. Vous voyez donc comment est-ce que autant les jeunes politiciens que les jeunes de la société, ils ont compris que la nécessité d'une langue pour être une nation. Donc vraiment, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis très optimiste. Les choses avancent. Les choses avancent, pas au rythme qu'on voudrait. Mais je dis aux gens, vous vous rendez compte? La Renaissance occidentale, pour créer l'Europe, elle a commencé au XVe siècle. L'Angleterre vient de sortir de l'Europe aujourd'hui, donc on en a encore au Brexit. Il n'y a pas 50 ans, il y a 70 ans, on sortait de l'une des guerres les plus meurtrières. Et 20 ans avant, il y en avait une encore plus meurtrière. On croyait que c'est la der des der. Pardon. Donc les Européens qui ont commencé à essayer de créer l'Europe depuis 400 ans, ils n'ont pas encore fini. Et nous ne croyons pas qu'on va le faire en 10 ans. Si on le fait, si aujourd'hui on prend conscience de ce que je dis, à moins de 50 ans, on aura tout acquis. Mais reste que, pardon, les questions premières se posent. Les Africains lisent-ils? Quelle est la place qu'ils accordent à la lecture? Quelles sont leurs lectures? Quelle valeur ajoutée la lecture apporte dans l'environnement? C'est ce que je suis en train de dire. Il faut commencer à créer une politique de la lecture. J'ai proposé cette maison d'édition de la Renaissance. Mettez-la en place et vous allez voir.
Vous pouvez même dire aussi aux gens de rentrer dans le marivaudage, c'est-à-dire de créer des petites pièces pour cela, qu'on va commencer à montrer dans les écoles un peu partout. Tout cela, ça fera que les gens reviendront. Si c'est une formule qui ne marche pas, on en trouvera une autre. Il n'y a pas de formule magique. Voilà celle qui m'est venue en tête. Et cela. Et les réseaux sociaux peuvent servir aussi. Il n'y a pas que la lecture des livres papier qui peut... Si on était... Bon, évidemment, le Camerounais aujourd'hui, ça croit que c'est le plus ridicule, ça croit qu'il fait exprès pour être aussi ridicule sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas plus grand champ d'intelligence et de créativité et d'inventivité et de culture que les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi servir. Il y a plein de gens qui font des choses maintenant. Quelqu'un sort même un disque, les réseaux sociaux lui permettent de gagner sa vie sans que ce soit vendu en discothèque. Mais voilà, donc je veux dire que pourvu que nous récupérions, je ne dis pas qu'il n'y a que le livre. Je dis que le livre, voilà ce qu'on peut faire d'abord pour que notre livre rentre dans le système scolaire et qui nous permet de créer des citoyens camerounais, de sortir de ce succès d'année des citoyens qu'on a aujourd'hui, qui soient fiers de sa langue, qui soient fiers de sa culture, qui sachent que le coquille, c'est quelque chose. Le livre peut avoir sa part, l'Internet doit avoir sa part, ainsi de suite. Alors, pour sortir définitivement de la problématique du livre et parler d'autres sujets, vous avez pris part l'année dernière au Salon international du livre de Yaoundé. Je rappelle, la problématique, c'était le livre, outil de consolidation de la paix et de l'unité. Et de l'unité. Oui. Oui, bon, c'est un thème comme un autre. Hein. Outil, le livre, il peut être outil de tout, puisque c'est un support de la pensée humaine. Tout simplement, je veux dire que ce n'est pas un miracle. Nous, quand il a fallu effectivement qu'on défende le Cameroun, j'ai participé, d'ailleurs comme coordonnateur, à la création, à l'écriture du livre Les plumes de la colère. C'était parce que je pensais que le livre, effectivement, peut participer. L'écrivain a le devoir, lui aussi, d'apporter. Le musicien, il y a des musiciens qui ont gratté la guitare pour dire « nous voulons la paix, nous voulons la paix ». Et tout le monde doit y participer. Le livre, ce n'est pas la seule mission. Le livre peut jouer ce rôle-là aussi. Alors, parlons peut-être de politique. Et là, je vais peut-être davantage m'inspirer, dans un premier temps, de votre ressenti. Quand vous quittez l'Europe, la France, ou alors un autre pays africain, et que vous arrivez au Cameroun, dès qu'on débarque soit à Douala, soit à Yaoundé, conscient du contexte, quel est votre ressenti? En fait, le ressenti aujourd'hui de ce contexte effectivement assez fébrile, assez électrique, je ne pense pas qu'il soit tellement ressenti dans la rue. Les gens s'amusent encore dans la rue. Je ne suis pas sûr que les sardinards et les tontinards s'empoignent dans chaque bar du coin ou bien dans chaque boîte de nuit ou bien sur toutes les plages du Cameroun. Non. Et je vous dis, le Camerounais sociologique existe déjà. Je vous assure que quand j'étais avec une dame aujourd'hui, quand je venais dans le bus, c'est une fille Bassa, elle-même à un moment donné me dit, très souvent on pense que je suis Bamileke. Et je ne suis même pas sûr qu'on pense encore aujourd'hui ce genre de choses. Parce que moi, nous nous ressemblons tous aujourd'hui. Donc, quand j'entendais, par exemple, il faut que si j'entends quelqu'un dire qu'on m'a arrêté parce que je suis un Bamileke, vraiment, même par le nom, j'ai un petit... Vous pensez à, oui, voilà, le jour, par exemple. Tout à fait. J'ai un petit à Yaoundé, j'ai un ami, un garçon très, très dynamique. Il est né à Yaoundé. Oui. Il est entre guillemets Bamileke. Il me dit, garçon, j'ai déjà été dans mon village 2 ou 3 fois. Bon, il est né à Yaoundé. Et sa sœur aussi est née à Yaoundé, sa jeune sœur est née à Yaoundé. Sa sœur a fait des jumeaux. Bon, ce qui était le risque qu'elle courait, c'est d'épouser un Béti. Eh bien, elle a épousé un Béti. Ils ont des jumeaux. Il y a un jumeau qui s'appelle Kamdem et l'autre qui s'appelle, je crois, Tanganaou, je ne sais pas qui. En fait, il y a un nom typiquement Béti. Voilà 2 jumeaux que les inepties, parfois locales, ne feront jamais jumeaux, même pas de même origine. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on enlève très très vite, c'est quand même impensable. Il paraît qu'on demande origine, je ne sais pas comment... Sur la carte d'identité. Oui, sur des cartes d'identité. Je veux dire, lorsqu'on l'établit. Voilà. Oui, sur bien des documents, on demande origine ou bien département d'origine, ou bien région d'origine, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Tribu d'origine. Oui, tribu d'origine. Attendez, quelle ineptie pour une nation. Et le Kamdem là, dont le père est Béti, lui il est quoi? Quand Kamdem dira je suis Béti, on va l'emprisonner. On va lui dire qu'il est menteur. Est-ce que même le nom aujourd'hui est un indicateur d'une origine?
quand je vous dis belle, vous mettez ça où? Même Kelman d'ailleurs, qui ne savent même pas où mettre ça. Je veux dire que on devrait enlever, on ne construit pas une nation sans enlever des choses comme celle-là. Donc, le ressenti global que j'ai, c'est qu'il n'y a vraiment pas, que c'est pas compliqué pour qu'on s'entende très bien. Et justement, ces espèces de coups de fièvre électoraux là, ça m'agace un peu. Il y a des façons de l'Internet, dont Dieu merci, c'est un défouloir. Ils vont se bagarrer là-bas, ils font leur truc là-bas. Mais dans la vie, vraiment, je n'ai pas un ressenti qui me rejette. Parce que j'arrive quelque part et que c'est un, entre guillemets, Bamléké, qui parfois lui-même ne sait même pas qu'il est Bamléké, qu'il est là, ou bien c'est parce qu'un Bassa qui parfois ne sait même pas qu'il est Bassa, ou bien alors un petit qui s'appelle Kamdem qui est là. Donc, qu'est-ce que vous voulez, ça? Et moi, je rends grâce à Dieu qui nous protège de ce côté, et surtout aux Camerounais, qui a su créer sa fraternité, et qui fait que, même à ce moment de fièvre électorale assez tendue, de période électorale assez tendue, ça ne transparaît pas dans la rue. Alors, l'un des aspects de cette crise, c'est ce qu'on appelle la crise dite anglophone, pour dire la situation tendue dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, qui a un aspect assez culturel qu'on relève assez souvent, ou alors de façon très mal appelée le culturalisme ou le bilinguisme. Je veux dire que à partir de cette identité-là, est-ce qu'on ne peut pas reconstruire, remonter la pente et sortir de cette crise? L'argumentaire qu'on peut... Je vous assure qu'il y a des moments où on ne sait pas si nous réfléchissons ou pas. L'autre jour, j'entendais tout le temps, on disait... Oui, on va amener le Commonwealth. Le président a fait promotion, pas du Commonwealth, pardon. Le président a fait... Common Law. Il a fait promotion du Common Law. Je dis, c'est la pire des choses à faire. Cette crise-là, c'était vraiment du pain béni. Et là encore, je suis obligé, je ne sais pas, peut-être ces jeunes-là, mais je suis obligé de parler toujours de cet article que j'ai lu sur quoi c'est Serge Touadéra qui l'a écrit. En tout cas, c'est son parti qui parlait de cela. C'était pour en finir avec la crise anglophone. C'était vraiment quelque chose de très, très, très équilibré. Et je l'ai écrit moi aussi. J'ai écrit des choses qui sont très, très proches de ça. J'ai dit par exemple que la crise était vraiment du pain béni, entre guillemets, pour sortir de la crise. On dit, bon, écoutez les gars, on vous a compris. Et si les anglophones eux-mêmes avaient pensé à cela, de dire, mais nous ne sommes pas anglophones. Moi, le Bamenda, je suis avec mon frère Bami. Moi, le Bakweri, je suis qu'un banal Sawa. Si on avait dit, bon, écoutez les gars, on va refaire le découpage des régions. La région Bamileke, on fait le pays Bamileke. On fait le pays Sawa avec les Bakweri. Et ici. Enfin, nous les Bassa, j'ai vu les universitaires Bassa qui revendiquaient aussi la même chose dernièrement. On fait le pays Bassa, je l'ai déjà proposé aussi d'ailleurs, qui fait que les Bassa ne soient plus écartelés. Quelqu'un disait l'autre jour que, Gaston, mais est-ce qu'on ne peut pas, voilà, quelqu'un proposait qu'on fasse qu'on prenne les langues, peut-être une dizaine de langues, une langue forte par région. Vous imaginez? On constitue la nation à travers les langues. Oui, enfin, oui, qu'on commence au moins par là. Puisqu'on a 10 régions, que dans chaque région, il y a au moins une langue comme ça, on sortira au moins des 40 qu'on prétend exister aujourd'hui. On est déjà sorti des 200, on sort des 40, on arrive à dire. Je dis, mon gars, oui, tu imagines un Cameroun sans langue Bassa? Est-ce qu'on imagine sincèrement un Cameroun sans langue Bassa? La langue, l'une des langues les plus... Ben, je peux également dire que toutes les autres langues pourraient se poser cette question. Non. Pourquoi je me pose la question? Parce que le Bassa disparaîtrait. Okay. Et par bêtise. Pourquoi? Parce que le Bassa est littoral. C'est normal que c'est le Douala qui soit au littoral. Absolument. Vraiment, c'est normal. Absolument. Parce que c'est le Douala, les Bakweri, les machins, les Pongo, tout cela se trouve le Bassa. Le Bassa est au centre. C'est normal que c'est le Béti qui soit au centre. Absolument. C'est normal. Et le Bassa, on en trouve un peu des miettes aussi dans le sud. Absolument. Le Bassa disparaît. Parce qu'on n'imagine pas que les Bassa du centre imposent le Bassa par rapport au Béti. On n'imagine pas que le Bassa du littoral impose le Bassa par rapport au Douala, au Sawa. Voilà comment est-ce que le Bassa disparaîtrait. Parce que la répartition, déjà, elle est mauvaise. Une bonne répartition ferait que, justement, les langues dominantes seraient celles qui seraient parlées. Mais je disais que, si on faisait dans ces 10 régions-là déjà,
on redécoupe les régions, peut-être en 10 ou en 9 ou en 8, je ne sais pas quel est le nombre qu'il y aurait aujourd'hui. D'abord qu'on arrête de les appeler centre, sud, ouest, comme si on avait honte de nos origines. Une région qu'on appelle peut-être le Sawa, une région qu'on appelle... Trouver des noms locaux pour identifier... Évidemment. Mais c'est comme si on avait honte de dire les Sawa ou les Douala. C'est quoi ces points cardinaux là qui décident? Comme le Cameroun qui est les crevettes, les points cardinaux qui sont nos régions, c'est pas beau. Donc on désigne, on découpe comme ça. Et donc, pour revenir sur les anglophones, on dit que maintenant, tous les enfants, à partir de la maternelle, apprennent les 2 langues. Le Camerounais a dévancé le gouvernement là-dessus. Je suis sûr, M. Tongo, que vos enfants sont à une école bilingue. Absolument. Pourquoi est-ce que c'est le gouvernement seul qui ne le comprend pas que mais tout le monde veut le bilinguisme aujourd'hui? Actons-le. Et qui est-ce qui va s'opposer à cela? Comment pouvez-vous imaginer que dans le même pays, les uns font le bac, les autres ne font pas le bac, les uns font le probatoire, les autres ne font pas le probatoire. Les uns font la philosophie, les autres ne font pas la... Comment pouvez-vous imaginer que ça ne saute pas aux yeux, que ce n'est pas un système? Une nation, c'est quand même un système scolaire. Donc on a un système, et c'est qui plus est une nation en construction. Un système scolaire où tout le monde fait les 2 langues. Et aux cours élémentaires, on fait la géographie en français, le machin en anglais, le ceci en français, l'histoire en français, la science en anglais, ainsi de suite. Et à l'université, tout le monde parle tellement, déjà même à partir du cours moyen, tout le monde parle tellement bien les 2 langues que soit vous faites comme ça vous plaît, soit alors c'est selon le professeur qui est disponible, peu importe. Mais ça, tout le monde connaîtrait déjà les 2 langues. Bon, voilà, comme au Canada par exemple. Et parce qu'on prend souvent le modèle du Canada, mais on ne se rend pas compte que là-bas, tout le monde est bilingue parfait. Voilà donc pour les langues. Le système éducatif, un même système éducatif pour tout le monde. Le système judiciaire, on saute sur l'affaire et on dit maintenant, je vous parlais tout à l'heure du pygmée qu'on risque d'emprisonner parce que l'ONU a dit que ceci, cela. On fait un système judiciaire, c'est quoi le common law au Cameroun? C'est quoi le code Napoléon au Cameroun? Mais la problématique de la restauration de ce système est de dire qu'effectivement, dans une zone, on a privilégié un système sans pour autant qu'on ne l'ait fait, ou alors la common law, par exemple, dans la région nord de sud-ouest anglophone. Donc, pendant qu'ici, c'était Napoléon, voilà. Donc on doit continuer dans la bêtise parce qu'on a été bête une fois. C'est juste pour relever. Oui, non, j'ai compris ça. Je dis à ceux-là, on doit continuer dans la Bible. Merci de m'avoir attendu cette perche. Pour leur dire, on continue dans la bêtise parce qu'on a été bête une fois. Et quand j'entendais les gens dire, oui, le président a ajouté, maintenant on va enseigner le common law à l'ENA. À l'ENAM, je me disais, mais c'est pas vrai. Mais on a un plateau où on remet tout à plat. Tout le monde se met à plat et on dit, voilà ce qu'il faut faire. Quand deviendrons-nous une nation si on continue encore aujourd'hui à dire que le common law et le Napoléon, à dire que les anglophones et les francophones, le multiculturalisme et le multibilinguisme, la nation, c'est une... Je vous ai dit au départ de nos débats que la nation est l'espace d'enracinement de la culture. Absolument. Donc on ne peut pas parler de multiculturalisme au Cameroun. Sinon, évidemment, le Cameroun est multiculturel, de ses régions, de ses richesses. Et là, alors, à chaque région, la capacité de faire en sorte que chaque région puisse développer. Et là aussi, alors, il va se poser la question du droit du sol ou du droit du sang. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous pose la question de dire d'où vous venez, votre grand-père est parti à Maroua ou à Mora en 1940. Aujourd'hui, parce que vous appelez une Tamak, vous ne serez jamais un type du Nord. Alors que ça devrait être déclaratif, ou peut-être par la naissance, vous dites, moi je suis de cela. Et maintenant, par exemple, quand on va faire la régionalisation, je vois certaines personnes dire qu'il faut faire le fédéralisme par la régionalisation, comme ça chacun développe sa région. Est-ce que Mpondo pourra être maire à Yaoundé, alors qu'il y est né, alors que toute sa famille est là-bas, sa femme est Betty, c'est parce qu'il s'appelle Mpondo. En France, par exemple, Kofi Nyamnyang a été le breton de l'année. Il a été le breton de l'année. Ici, si on fait donc le droit du sol, j'emprunte encore je le pense aussi, et j'emprunte aussi cette proposition du Peirce qui dit le droit du sol, si on dit, toi tu es né là, tu détermines que c'est là chez toi. Et parce que justement, par exemple, la deuxième langue qu'on enseigne, par exemple, dans nos régions, on enseigne le français, l'anglais et le bassa. Vous êtes à Edea, vous apprenez le Bassa, vous êtes à Yaoundé, vous apprenez le Bassa, et il y a des livres de Bassa, et vous êtes à Douala, vous apprenez Et les gamins sont déjà comme ça. Regardez comment est-ce qu'ils se désignent dans les réseaux sociaux. Vous voyez un Doumbé, on dit, ou deux, il met Yaoundé. Absolument. Il ne mettra pas Douala.
Et même si vous posez la question, il va vous dire, je pense que mes parents viennent de Douala. Lui, il est né à Yaoundé, il ne se pose pas ce genre de questions. Et tout est là. Il suffit que les sociologues et puis les ethnologues nous disent la réalité du Cameroun d'aujourd'hui. Les gamins ont créé le camp franglais parce qu'il leur faut une langue nationale. Et un gamin qui est né quelque part, il se dit qu'il est de cette région-là. Il se dit qu'il est de cette région-là, lui ne se pose pas de questions. Mais sauf que si, par exemple, on continue dans le modèle maintenant, un Atangna ne pourra jamais être élu de Douala et un Doumbé ne pourra pas être élu de Maroua. Alors qu'un Doumbé, son arrière-grand-père est né à Maroua. Il faut donc qu'on dise aussi que c'est déclaratif. Vous vous déclarez d'un coin, vous y êtes peut-être né, vous agissez là, vous travaillez là, c'est là que vous avez mis votre énergie et vous en êtes... Alors l'une des autres problématiques qu'on vit, et on l'a légèrement effleuré tout à l'heure, au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018, on a pu voir une remontée assez... je vais dire désagréable, dramatique, du tribalisme, du repli identitaire, où de plus en plus, ça se manifeste aussi très souvent sur les réseaux sociaux, où les gens s'expriment, s'identifient, donnent l'impression de s'investir uniquement à partir du prisme de leur identité culturelle. Alors cette problématique... De leur origine. De leur origine tribale, j'ai failli dire. C'est ça. Alors cette identité-là, évidemment, c'est un caillou dans la chaussure d'un pays qui est émergent, qui veut se développer. Mais comment s'en sortir? Peut-être à travers la culture. Je veux dire que comment remonter la pente aussi dans cette problématique? C'est une problématique qui est tellement inepte qu'elle va mourir de sa bonne mort. Mais en attendant, il fait des... Oui, en attendant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les imbéciles, il y en a. Et je vous ai dit de l'irruption, par exemple, d'une problématique comme celle-là aux élections. Moi, j'aurais été un leader. Je vous assure que ma première réaction aurait été de dire arrêtez, à partir de là, je ne suis plus candidat. De quelque bord que ce soit. De quelque bord que ce soit. Si c'est les bêtis qui sont porteurs de cette haine tribale, s'ils pensent que on a dit que c'est eux qui allaient être les présidents de ce pays. Bon, je ne vais pas demander au président de démissionner parce que les bêtis ont été ineptes. Si c'est là-bas les Bamileke, puisqu'il faut les nommer, je pense qu'aujourd'hui c'est très hypocrite de dire que c'est les Bassa ou bien les Douala qui sont là-dedans. C'est les Bamileke et les bêtis apparemment qui sont en bisbille aujourd'hui. Ou bien certains vous disent même... certains vous disent, non, moi, le bêtis, je ne suis pas là-dedans. Mais c'est vrai que quand vous lisez, par exemple, les risques qu'il y a, vous déterminez un peu des choses comme ça, à chacun de prendre ses responsabilités. Je vous assure que au gouvernement de prendre les siennes, au chef de parti de prendre les leurs, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qui nous déshonorent tous. Nous déshonorent tous. Et Jean... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Je crois que j'ai dit tout le mal que je pense de ces imbéciles. Voilà, bon. Et rien ne justifie qu'on mette en danger la cohésion nationale. Rien ne le justifie. Vraiment. Il n'y a pas d'encore mort d'homme ici. Moi, je vous assure que je ne sais pas si on peut me classifier aujourd'hui d'appartenance politique. Quand je ne suis pas content, je me souviens, on m'a proposé la médaille un jour à Yaoundé, je l'ai refusé. Parce qu'il y avait quelque chose que je n'accepte pas. Mais seulement, je n'ai pas fait comme d'autres d'aller l'annoncer sur les médias parce que ce n'est pas ça que je cherche. Je ne cherche pas les honneurs, je ne cherche pas des choses comme ça. Dernièrement, j'ai écrit un article où je disais que le messianisme camerounais, les gens de Camte vous disent que c'est le Messie. Les gens de Cabral vous disent que c'est le Messie. Les gens de Bia vous disent que c'est le Créateur. Ce n'est pas moi qui invente ces mots-là, c'est eux-mêmes. Et je leur disais, mais attendez, faites comme les Algériens. Les Algériens n'ont pas de Messie. Le jour où ils n'ont pas voulu, c'est tout le monde. Si tout le monde était sorti avant la campagne électorale, avant les élections, en disant, le modèle électoral ne nous plaît pas, je vous assure qu'on aurait fait plier n'importe qui. Mais quelqu'un a été élu. C'est après que vous dites, c'est moi qui ai gagné. Je ne vais pas passer un concours pour être boule ou des expressions comme ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer que d'un type de ce rang, des choses comme ça sortent? Comment voulez-vous? Je leur ai dit, vous n'aviez qu'à dire dès le départ, nous n'en voulons pas. 1 million de Camerounais dans la rue, il n'y a pas de drapeau Cabral, il n'y a pas de drapeau Matomba, il n'y a pas de drapeau Kamto, il n'y a pas de drapeau Ama, je ne sais pas, il n'y a pas de drapeau Mouna. Vous dites, nous, ce qu'on veut, c'est que le système et le modèle... d'épanouissement. Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ce modèle, et bien le modèle tombe. Vous ne pouvez pas aller
en connaissant la charte électorale, et c'est après que vous dites non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Oh, je suis désolé. Alors, je vais le relever pour avancer dans le débat. Je rappelle que vous avez quand même travaillé au ministère de l'Intérieur français. Non, ministère de l'immigration. Au ministère de l'immigration et de l'intégration, c'est à l'époque. Et de l'identité. C'est le terme identité qui m'intéressait le plus. Ah d'accord, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, du moins. Cela dit, vous avez certainement une connaissance, je ne vais pas dire parfaite, mais je vais dire bien poussée, de la diaspora camerounaise. Et vous voyez un peu ce qui se fait en ce moment, notamment sur le plan politique. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, certains se sont présentés à l'hôtel intercontinental, dont on dit que le président de la République s'y retrouve. Alors quand vous regardez ça, vous d'ailleurs, vous êtes de la diaspora, on peut le dire comme ça également, vous y avez vécu longtemps. Quand vous regardez ça, quelle lecture vous dites? C'est des gens qui effectivement ont tout essayé pour exprimer leurs revendications, leurs aspirations, n'y sont pas parvenus, et aujourd'hui vous comprenez qu'ils en arrivent là, ou alors vous condamnez et vous dites non, il y a d'autres moyens, d'autres méthodes de s'exprimer, ou alors de faire ces revendications. Qu'est-ce que ça vous dit, connaissant justement cette diaspora? Oui, justement, n'oublions pas que ces gens-là ont commencé en tapant sur le pauvre musicien qui voulait tout simplement faire un concert. Croyez vraiment que je peux cautionner, que je peux être d'accord avec un truc comme ça? Qu'est-ce qui empêche un musicien de soutenir qui il veut? Pourquoi vous vous en prenez à un artisan de la musique à qui on a donné un cachet? Donc ne va pas, ne prends pas l'argent qu'on te paye parce que c'est l'argent de billard ou c'est pas trop quoi. Et pourquoi est-ce que les gens de billard n'iraient pas castagner ceux qui ont été dans l'autre camp? Donc à partir de là, c'était quand même un peu inepte. Et ils ont poussé. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est dans leur camp qu'on devrait siffler la récréation. Rappelez-vous un peu, c'était dans une, je ne sais pas si c'était à la radio ou dans une chaîne de télé concurrente, Henriette Ekoué a dit ce qu'elle pensait. Vous avez vu ce qu'on a dit d'elle. Je ne sais pas s'il y a une femme aussi noble au Cameroun en termes de combat politique que Henriette Ekoué. Je ne sais pas. Insulte Henriette Ekoué parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait d'un candidat. À partir de là, vous êtes devenu très peu crédible pour moi. Évidemment, ma modeste personne, elle en a pris plus que pendre. Parce que moi aussi, j'ai donné des opinions. Comment voulez-vous qu'un camp devienne maintenant que si vous ne les supportez pas, vous êtes à abattre? Faites le plus bel article au monde, mais vous ne gratignez jamais le nôtre. Il est parfait. Quand j'ai écrit, par exemple, cet article j'ai écrit un article sur, justement en disant le messianisme camerounais face à la révolution algérienne. Ah, mais je me suis fait tailler par les gens de ce bord-là. Et Henriette Ekoué, qui dit ce qu'elle pense aussi, et tout le mal qu'elle a pensé de Boulou, sur le même plateau où elle disait que vous entrez, ce qui est peut-être même pas vrai, du planton au PDG, tout le monde est Boulou. Même au nord Cameroun, même au sud, même à l'est, même à l'ouest. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas vu l'autre camp lui tomber dessus et la poignarder. Mais quand elle a dit que l'autre n'était pas, que M. Kamto n'était pas un vrai politicien, c'est qui n'est vraiment pas une insulte. Ce qui n'est vraiment pas une insulte, c'est qui est son constat à elle. Il est un professeur, c'est déjà énorme. Il ne peut pas être forcément un bon professeur et un bon politicien et un bon avocat. La perfection n'est pas de ce monde. Si on dit qu'il n'est pas un bon politicien, il a quand même montré assez d'éléments qui montrent qu'il n'est pas un bon politicien. Et à partir de là, je vous dis seulement, c'est ces indicateurs qui font que ces gens-là n'ont pas de crédit parce que s'attaquer à Camille Ekoué et lui dire, pardon, à Henriette Ekoué, et lui dire qu'on l'a bouffé de l'argent pour parler ainsi, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Je vous assure qu'à partir de là, il y a un excès qui fait que je n'ai plus... Pour vous, quelle est la différence fondamentale, par exemple, qu'il y a entre les mobilisations au Cameroun et celles qu'on a observées à l'étranger, notamment l'Algérie, le Burkina Faso, la Tunisie, qui ont quand même abouti à, tout au moins au départ, par des régimes, systématiquement des chefs d'État. Qu'est-ce qui fait, pour me reprendre, la différence fondamentale? Oui. C'est celle que j'ai citée, il n'y a pas de messie. Les gens qui sortent dans la rue, que ce soit en Tunisie, ils sont exaspérés par un système. Ils ne disent pas que celui-là saute parce que voici le meilleur. Okay. Non, on n'en veut plus. Et ce n'est pas essentiellement pendant une campagne, après une campagne électorale. Souvent, c'est avant. Souvent, c'est avant. Ils disent non, on n'en peut plus.
Voilà fondamentalement entre ce que j'appelais le messianisme à la camerounaise et la révolution chez les autres. Et c'est ça, justement. Et d'ailleurs, si vous voulez le fond de ma pensée, vous savez, une vraie révolution, une révolution, elle est portée par une élite intellectuelle et bien savonnée politiquement. Et après la révolution, c'est eux qui prennent le pouvoir. Celui qui me vient toujours en tête, là, c'est Castro. Absolument. Citez-moi une de ces révolutions africaines où le peuple qui est descendu dans la rue, dopé de slogans genre démocratie, sans qu'on leur dise à ces gamins ce que c'est que la démocratie, ne comprenant pas que la démocratie, en fait, que l'évolution d'un peuple, c'est graduellement, d'abord par l'éducation. Ces gamins-là voient sur Internet, on leur dit non, non, votre pays n'est pas démocratique. Oh, voilà, ceci, cela, oh, ceci, cela. Comme il cite aussi une de ces révolutions qui, après la révolution, a été meilleure qu'avant la révolution. Vous savez quel est le problème africain, et c'est là que je vais ajouter, c'est l'intellectuel. C'est parce que l'intellectuel aussi, dans sa course vers... Il est devenu politique, vous direz? Non, là, c'est même pas, il ne veut pas réfléchir vraiment. Il ne veut pas beaucoup réfléchir. L'intellectuel ne réfléchit pas beaucoup. Le problème n'est pas... Quel que soit le... On dit par exemple que, oui, ils sont vendus aux Blancs et ceci, cela. Comme ici, par exemple, parmi ces hommes politiques, là, celui qui n'a pas couru en France pour essayer d'avoir l'adoubement de la France. Talon a battu Zinsou parce qu'il disait que Zinsou c'est l'envoyé de la France. Le premier chef de Talon a été d'aller en France pour demander il dit que son pays, il n'y a personne, tout le monde est imbécile, qu'on lui donne des fonctionnaires. Inimaginable. Tant que nous ne sommes pas sortis du complexe que le blanc est supérieur à nous, quand vous lisez un livre en Afrique aujourd'hui, la première à la dernière France, vous lisez le blanc nous dépasse. Je vous ai donné l'exemple de la Tour Eiffel face au... Ça fait que essentialisation, vous pensez que vous avez besoin du blanc. Et nous pensons que le blanc a dit démocratie. Donc ça veut dire qu'il nous faut la démocratie aujourd'hui. Sauf qu'il y a 60 ans, 2% des gens allaient à l'école. Vous ne formez pas une classe moyenne intellectuelle avec 2%, en 60 ans, avec 2% des gens qui allaient à l'école. Et qui ont un système scolaire aliénatif d'ailleurs. Donc tout cela, l'intellectuel ne veut pas rentrer dans ce combat. Il court soit vers un poste où je ne sais pas trop, apparemment ici, le diplôme qui conduit à la présidentielle, non, si vous êtes agrégé, là vous pouvez être ministre. voilà c'est le concours. Alors, pour le ministre. Donc je dis que ça ne se décrète pas comme ça. Ça ne se déclame pas comme ça que voilà. Prenons l'Égypte. L'Égypte a fait sa révolution. Les gens sont descendus, les printemps arabes, qui ont été évidemment encensés par tout l'Occident. Morsi, paix à son âme, qui était le seul prêt, parce que le parti comment on les appelle, les machins de l'islam, les frères musulmans, il avait 100 ans. Absolument. Il a plus de 100 ans aujourd'hui, c'est un parti qui est né en 1901. C'était les seuls qui, depuis 100 ans, se préparaient à la relève. Et fort logiquement, ils ont gagné les élections. Les démocrates sont venus dire pas de Morsi, alors que nous sommes en Égypte, et que c'est les Égyptiens qui l'ont lu. La Tunisie, et la pauvre Libye. Je vous dis pourquoi les Africains ne comprennent pas que les dictats sur la gouvernance ne devraient jamais venir de l'extérieur. Un président mauritanien m'a dit un jour, la pire des conneries qu'on ait faites, c'est d'écouter le FMI. Vous avez un ouvrier, vous le payez 50 000. Vous savez que ce n'est pas suffisant. Un étranger vient vous dire, donnez-lui 25 000. Et vous commencez à donner 25 000 à ce type-là. Il me dit, vous ne lui donnez pas assez d'argent pour acheter un sac de riz. Vous voulez que le type-là travaille et vous voulez que votre pays soit développé. La Chine, est-ce que la Chine est démocratique? Non, du tout. On dit non. On dit non. Vous savez combien de Chinois sont contents de leur régime? 85%. Vous savez combien d'Américains sont contents de leur régime? 31%. Parce que la Chine a conçu un régime qui correspond aux besoins de la Chine. Pendant 50 ans, ils ont fait de la révolution culturelle presque fermée au monde entier. Mao a dit, je ne veux pas entendre le bruit du monde. Mao a dit, nous aurons les voitures le jour où nous ferons faire les voitures. Et quand la Chine est sortie, après sa révolution culturelle, avec un système de gouvernance qui est qu'il y a un parti unifié où tout le monde se retrouve, tout ce qui veut le progrès de la Chine se retrouve dans ce parti. Et puis, c'est là que les meilleurs prennent le pouvoir. Et quand, par exemple, 50 personnes sortent à Tiananmen, même 1 million de gens qui sont dans la rue en Chine, sur 1,5 milliard,
Regardez le taux, c'est 0,00000. C'est rien. Vous pouvez sortir 1 million. Ce n'est pas grave. Mais vous n'allez pas ébranler la Chine parce que le système occidental vous plaît. C'est le système chinois qui construit la Chine. Et c'est comme ça que nous devrions, nous, dans nos pays, chercher un système qui correspond à notre degré d'émancipation. Et puis, ce que je veux vous dire, quand chaque fois qu'il y a une révolution dans un pays africain, qu'est-ce qui prend le pouvoir? C'est la même oligarchie. Absolument. C'est toujours la même oligarchie. Et rien ne change. Sinon, on recourt un peu en arrière, d'ailleurs. Ça change un peu, on viendra. Dans ce débat de politique internationale, de politique nationale, les voix se sont levées. Des journalistes, des artistes, bref, et une écrivaine, Kalice Beyala, qu'on écoute, qu'on voit d'ailleurs assez souvent ces dernières semaines, ces derniers temps au Cameroun, qui vit de plus en plus, assez régulièrement, et qui a pris position, mais évidemment qu'elle se déploie beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous, on vous entend peut-être pas beaucoup, mais je veux dire, vous, en tant qu'écrivain également de ce niveau, Kalice, c'est quand même une référence en termes d'écriture. Vous, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, Calix, je connais assez bien Calix parce qu'effectivement, nous sommes dans un milieu de l'écriture et tout. Calix est une femme qui a, je veux dire, je le lui ai déjà dit, hein, c'est vraiment pas de la folklorinerie, j'ai déjà dit que comme raconteuse, je pense que l'Afrique, elle est l'une des meilleures. Et même, il ne faut pas la confiner à l'Afrique. En France, elle a fait des preuves, des grandes écrivaines et tout le reste. Mais c'est vrai que, et comme je ne fais jamais de langue de bois, je ne comprends pas l'objectif. Elle a tout à fait le droit d'avoir un choix politique. C'est vrai qu'on aurait pu attendre aussi qu'au niveau où elle est, elle soit une espèce de tampon, de force tampon qui essaye de concilier ses frères de tous bords. D'autant plus qu'elle dit qu'elle a des parents Bamileke et des parents Biti. Ça, évidemment, c'est ce que moi j'essaye de faire, par exemple, modestement. Je peux travailler avec tout le monde au Cameroun. Et je n'essaie pas de mettre de l'huile dans le feu, et j'essaie de voir là où ça va. Mais bon, Calix, elle a choisi, ce qui est tout à fait son droit le plus absolu, de soutenir un camp. D'une manière qui n'est pas la mienne. C'est un peu trop... Et puis, bon, je reviens aussi, par exemple, sur le conflit qu'elle a ici avec un groupe scolaire. Je n'y comprends rien. J'ai regardé dans la rue, j'ai vu que tous les groupes scolaires étaient à côté des habitations et que ça n'avait pas l'air de heurter les gens. Ce groupe scolaire, je ne pense pas que les parents soient tellement mécontents des prestations de ce groupe scolaire. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ça gêne Calix à ce point-là que le conflit est devenu international aujourd'hui. Pas de nuisance de voisinage. Donc les élèves l'embêtent. Les enfants l'embêtent. Moi, j'adore le cri des enfants. Je vous jure que je construirai à côté d'une école, tout juste pour entendre « Le maître a dit que papa dit qu'on a été lavé à sauter mouton. » Je vous assure, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que cette psalmodie des enfants me plaise. Je vous jure que si j'avais de l'argent, je construirais ma maison, je mettrais une école primaire dedans. Parce que je veux dire, les psalmodies des enfants, je pense aux miennes quand j'étais à l'école le soir, par exemple, tape ta tête, Toto a dit, tape ta tête. Je vous assure que c'est... Et si moi je pouvais... Vous êtes dans l'incompréhension par rapport à... Oui, non, là je comprends absolument rien. Comment est-ce que le bruit d'une école peut gêner une écrivaine? J'aurais ça, tous les jours je serais là. Et je prierai Dieu qu'avant ma mort, un enfant qui sort de cette école soit écrivain. Là, je peux lui dire aussi clairement que cela, que je ne comprends pas que le bruit d'une école primaire gêne une professionnelle de l'intelligence. Et pour sa méthode aussi politique, dans son choix de la forme, et là, c'est la sienne. Franchement, ça ne sera jamais la mienne. Je la verrai plus comme force tampon. Et si, comme elle va nous écouter certainement, ou certainement quelqu'un va lui dire, bon, Gaston a dit ceci, ben, qu'elle comprenne quelle est ma position. Vous m'avez posé la question, je ne pouvais pas refuser d'y répondre. Et c'est la première fois qu'on me la pose, et j'y réponds avec toute l'honnêteté intellectuelle que j'essaye d'avoir.
pour l'école, vraiment qu'elle aille arranger l'affaire avec sa voisine et qu'elle comprenne que si elle peut encore rattraper, pas si, elle peut encore tout rattraper en disant « Angorega, j'ai entendu ton frère Gaston Kelman qui me conseille de venir faire la paix avec toi. Tu es prêt à faire la paix avec moi ?» Et je dis à Karik, s'il te plaît, va tous les jours embrasser ces enfants et leur enseigner. Et si, comme je vois parfois que tu dis que l'école est de briques et de broc, discute avec. Mais si c'est le critère que le bruit des enfants te gêne, alors là, c'est tout simplement... Alors, on va aborder une dernière problématique en quelques minutes. Hein. La problématique du franc CFA, qui rejoint une forme de panafricaniste. Hein. Il y en a qui sont dans ce débat, qui estiment que voilà, c'est le modèle type même, c'est l'instrument de l'alignation que vous dénonciez tout à l'heure. Vous, dans quelle position vous situez-vous, sans forcément être un économiste de renom, vous dites le franc est finalement le cordon ombilical qui définitivement, peut-être avec la langue, qui définitivement nous lie et qu'il faut absolument rompre pour s'épanouir dans notre philosophie africaine, dans notre culture. Je pense que la monnaie aussi, c'est un élément de souveraineté. Sincèrement, puisque moi, je vous l'avais dit, je ne suis pas économiste, je ne suis pas monétariste, mais je pense que déjà la monnaie d'Afrique s'appelle aujourd'hui franc, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant que notre monnaie ait un nom qui n'a rien à voir avec notre univers. Ça me gêne. Et quand je vois l'Afrique de l'Ouest qui veut avoir une monnaie unique, c'est vraiment pas ce que ça veut dire. Hein. Je crois que le franc CFA, c'est une monnaie unique, mais une monnaie qui va s'appeler ECO aussi, ça me surprend. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que la monnaie, c'est un élément de souveraineté. Et si tout ce qu'on dit par rapport au compte de ceci, au compte de cela, est vraiment avéré, je ne comprends pas qu'on accepte effectivement d'être attaché comme ça. Et ce que je dis aussi, c'est que je vois tous les autres petits pays autour, la Mauritanie et des pays comme ça qui ont leur monnaie, apparemment n'ont pas l'air de mal se porter. Donc, ce qui n'enlève rien au fait que nos pays qui ont une histoire avec la France conservent cette histoire. Mais je dis qu'une monnaie qui transporte symboliquement le même nom, franc des colonies françaises, franc, je ne sais pas quoi, et franc de la communauté financière africaine, symboliquement, pour moi qui suis l'homme des symboles, l'écrivain, c'est pas beau du tout. Et qui s'appelle encore franc en plus, ou écho, ça me gêne un peu. Et je fais confiance à tous ceux qui ont connaissance au chapitre, qui ont voix au chapitre, qui connaissent de déterminer. Et apparemment, de manière globale, les Africains aimeraient en sortir. Mais ce qui est surprenant aussi, j'ai entendu Macron leur dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent sortir, qu'ils sortent. Voilà, bon, personne n'a encore bougé. Macron, ça n'a pas beaucoup bougé. Et je crains aujourd'hui que l'écho ne soit que que ce soit que le jumeau du franc CFA. Mais bon, je me dis, si le Ghana et le Nigeria acceptent de rentrer dedans, ça signifie peut-être qu'il y a une évolution. Peut-être qu'il y a une évolution. Mais je reste dans le point symbolique, je me dis, la monnaie, c'est un outil de souveraineté, tout simplement comme la langue. Et que ne fût-ce que dans cet aspect symbolique, qui est celui sur lequel je travaille le plus, ce n'est pas beau d'appeler de la monnaie africaine franc ou éco. Alors, un mot sur un pays que vous affectionnez beaucoup, la Mauritanie. Déjà, qu'est-ce que vous y faites? Et je veux dire que pour vous, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce que l'Afrique, en tant que nation, peut tirer de la francophonie, de la Mauritanie pour... comme modèle un peu. Voilà, comme modèle. J'ai écrit un livre sur la Mauritanie. Le titre, c'est « Les hirondelles du printemps africain », il y a 10 ans. Je disais que la Mauritanie est passée par des coups d'État et que maintenant, elle n'y est plus. Manque de peau, un an après, il y avait un coup d'État. Moi, je suis tombé dessus. On me dit, Gaston, tu es trompé. J'ai dit, je vous jure que l'histoire me montrera que je ne me suis pas trompé. J'ai vu ces gens-là. J'ai vu ce peuple-là. J'ai compris qu'un jour, ils vont démarrer très rapidement. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que jusqu'en 2005, la Mauritanie, tout se passait par le coup d'État. C'est ça, se passait par le coup d'État. Mais, à la différence des autres pays, jamais aucun Mauritanien ne vous a dit c'est la France qui a fait le coup d'État chez nous. Ils faisaient les leurs, comme un grand. On ne veut plus te voir, on te vire, les militaires viennent, ils te virent. Depuis Ouldada. Ils ont viré leur président comme ça. En 2005, Aziz et Feu Eli Ould Mohamed Val
celui qui m'a introduit en Mauritanie à travers mon ami Djemal, il fait un coup d'État. Et il prend le pouvoir. Il dit, je reste 2 ans. Je mets en place les élections générales et tout. Je revois la Constitution. Je fais en sorte que je cadenasse pour que nous sortions justement de ce cycle infernal. Le gars a travaillé 2 ans comme un animal. Il a travaillé comme pas possible. Je voyais à la fin, quand j'allais le voir, vraiment il était à terre. Il était fatigué. Il a laissé le pouvoir. Mais il paie à son âme. Je pense que son projet, c'était un peu de faire du Poutine, c'est-à-dire je laisse quelqu'un que je pourrais contrôler et puis après, 5 ans après, je reviendrai. Je lui ai dit, président, mon frère, non, c'est pas bien pensé. Il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, quand on a les idées comme celles que je t'ai vues, on ne part pas. Au moins, comme Mandela, on fait 5 ans. On essaye de consolider un peu. Puis il me dit, Gaston, j'ai consolidé en 2 ans, tu vas voir rien, c'est de la président. Vraiment, président, on va se fâcher sur cette affaire-là. Et puis, effectivement, c'était un peu fâché après. Il est parti. Il a mis justement une, entre guillemets, marionnette. Aziz, qui avait été du premier coup d'État, on dit d'ailleurs que c'est Aziz qui avait fait le coup d'État et qui a donné à Val, qui était son cousin, qui était plus vieux, plus âgé que lui. Aziz dit à Val, non, ce type-là, moi, ton type-là, ça ne va pas, on l'enlève. Val dit, non, on n'y touche pas. Aziz dit, non, moi, je ne peux pas, président, on l'enlève. Non, on n'y touche pas, bon, Val l'a enlevé. Aziz a enlevé le gars. Il a pris le pouvoir. Il a dit, je reste 10 ans. Il est resté 10 ans. Voilà donc comment est-ce que petit à petit, on va vers un système de limitation du mandat, qui pour moi n'est même pas la panacée. Moi, j'aurais voulu qu'Aziz reste au pouvoir. Comme je ne peux pas dire aujourd'hui que tel pays, par exemple comme le Rwanda, si le Rwanda veut que son président passe 50 ans, s'il est satisfait qu'il reste, le Ghana, des pays comme ça, s'il est bien satisfait, ce n'est pas une dictate. Cette dictate-là, 2 mandats, tu t'en vas. Qu'est-ce que cela veut dire? La valse non plus dans un pays en développement, c'est pas grand-chose. On a donné 4 mandats à Roosevelt quand l'Amérique se disait que là, on a besoin que ça se consolide, que ça se consolide. Donc, et voilà dans la Mauritanie. Il y a une dizaine d'années que je suis en Mauritanie. Aujourd'hui, la Mauritanie, de l'aéroport à Nouakchott, je vous assure que si quelqu'un vous dit que 10 ans après avoir été en Mauritanie, il reconnaît Nouakchott, je dis bravo, c'est que tu étais un visionnaire, quoi. Tu savais ce qui allait se passer avant. La Mauritanie aujourd'hui, par exemple, l'électricité. La Mauritanie vend l'électricité au Sénégal et au Mali. Ils ont atteint il y a un de mes amis, mon ami Djemal, qui dit que Aziz a trouvé la Somalie, il a rendu le Botswana. Et je vous assure que c'est à peu près l'image. Et le dernier symbole, c'est peut-être l'équipe de football. On sent, en Afrique, quand le football va, tout va. C'est-à-dire, on sent la fierté des Mauritaniens aujourd'hui à exister sur la scène internationale. On sent la fierté des Mauritaniens. Et c'est comme ça que cette année, ils se retrouvent pour la première fois de leur histoire à la CAN. Alors qu'avant, il n'y avait rien, les gens ne voulaient même pas jouer. Quand un garçon jouait, même après, on disait, toi, tu vas faire quoi là-bas, il n'y a pas d'équipe ici. C'était un Mauritanien qui était à l'étranger, changeait de nationalité pour pouvoir jouer au Mali ou bien chez leurs voisins sénégalais. Aujourd'hui, ils sont très fiers. Il y a même un garçon qui pouvait jouer à l'équipe de France, qui a préféré jouer à l'équipe du Sénégal, à l'équipe de Mauritanie. Donc, cette évolution-là, et dans le comportement, dans la mentalité des gens, et dans la fierté, vraiment, le Mauritanien a énormément changé. Et cela s'est passé en 10 ans. Cela s'est passé en 10 ans. Parce que les gens se sont mis au travail, parce que les gens ont fait évoluer des choses. Et c'est en cela que j'ai dit les hirondelles du printemps africain. Là où je vois ce peuple, comment est-ce qu'il commence à venir là, il va marquer... Comment vous voyez la Mauritanie dans 10-15 ans? Mais ça va évoluer, ça va continuer comme ça. Vraiment, rien ne peut les arrêter aujourd'hui. D'accord. Regardez dans le Sahel. Ils sont les chefs du G5 Sahel aujourd'hui et c'est le seul pays qui soit en paix. Et le Mali, tout l'Algérie, tous les autres, il y a toujours... je ne sais pas comment ils ont même réussi à consolider leurs frontières à tel point que le tourisme reprend aujourd'hui aussi en Mauritanie. Mais il faut seulement y aller. En même temps, quand en Afrique on commence à vanter la stabilité d'un pays, c'est peut-être un malheur qu'on se dessine, le diable qu'on dessine sur le mur. Oui, mais j'espère que justement, j'ai commencé en vous disant que quand la Mauritanie faisait ce coup d'État, elle les faisait sans l'aide de personne. Et quand un jour elle va se développer, elle se développera sans que les freins extérieurs puissent venir mettre la zizanie. J'en suis intimement convaincu. Je suis noir et j'aime le manioc. Vous continuez à aimer le manioc? Je ne vais pas prendre Joker. Bon. En fait, c'est ma légende à moi. C'est le titre de votre best-seller en 2003. C'est par là qu'on va
on va terminer cette émission. Je voudrais vous dire vraiment grandement merci hein, de cet honneur. Je suis très, très heureux d'avoir échangé avec vous. Gaston Kelman, en 2003, donc, cette œuvre qui a contribué grandement à vous mettre sur le devant de la scène. Tout à fait, tout à fait. C'était un best-seller. Vraiment merci et bonne continuation. Mais vous savez, je vous avoue que je regarde votre émission et puis elle me plaît. Merci Donc beaucoup. pour moi, l'honneur que je vous aurais apporté, c'est pratiquement le même plaisir au moins que j'ai eu vraiment à cet échange sans conflictualité, sans éruption, sans cela, juste très très au coin du feu et continuer sur la lancée. Elle est très très reposante votre émission et j'espère que quand on a les idées, on peut les exprimer sans que ce soit conflictuel. Aux autres maintenant de dire ce qu'ils choisissent ou pas. Merci Gaston Kelman, merci à vous, madame, messieurs. Évidemment, il s'est dit beaucoup de choses sur ce plateau, compte tenu du contexte. On espère qu'avec son intelligence, sa renommée, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, évidemment, peut aider à porter la paix, porter des solutions à des pays en crise, peut-être comme le nôtre, qui c'est peut-être un médiateur sur une ou deux questions. C'était donc Gaston Kelman, écrivain de renommée mondiale, qui était là ce soir dans cette édition de Entretien avec. Bonsoir.